bon, Pépère? Allez, vite sur le peloton. Oh là 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 là, oh là 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 là, quelle image! La joie du pistolero à l'arrivée. Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Chasse Patate. Et oui, on est de retour, on se retrouve pour l'épisode pour débriefer ce mois de janvier. Un mois de janvier très concentré sur l'hémisphère sud avec le Tour Down Under, la Cadel Evans, la Tropicale et le début de la Vuelta à San Juan. Et avec moi, j'ai trois animateurs de grande qualité. On retrouve donc Raphaël. Bonjour Raphaël. Salut. On retrouve Théo. Yes, c'est moi, salut à tous. Et on retrouve Anselme. Bonjour tout le monde. Alors, on parle aujourd'hui, on va parler du Tour Down Under. Le Tour Down Under, je vous rappelle, qui a été remporté par Richie Porte, par Daryl Impey, devant Richie Porte qui a gagné son étape à Windhoek et devant Wout Poels. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur la première course World Tour de l'année? Je voulais parler de Ewan parce que c'est mon équipe, c'est quand même la Lotto Soudal, mon équipe de cœur. Et du coup, les débuts quand même de Ewan avec la Lotto Soudal, c'est c'était assez moyen. Mais personnellement, moi, je trouve qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer. Après, et surtout par rapport à son déclassement qui était un peu sévère, je dirais. Du coup, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez à ce niveau-là. Si malgré son début moyen, le reste de la saison va être bonne pour vous ou plutôt moyenne? Alors, pour le déclassement, comme j'ai pas vu le sprint, je peux pas trop me prononcer, mais je pense pas qu'Ewan va faire une saison décevante. Derrière, il fait deuxième de la Cadel Evans Race et c'est serré avec Viviani, donc bon, il a quand même montré qu'en vitesse pure, il est là, il est présent. Non, à mon avis, ce serait une belle saison, en tout cas meilleure que l'an dernier chez Mitchelton où il n'y avait pas une très très bonne ambiance. Il a fait un bon choix pour moi en partant chez Lotto. Donc... Non, ça va pas lui poser problème, je pense, ce déclassement. C'est passé maintenant. C'est des choses qui arrivent. Après, moi, je sais que le déclassement, c'est pas pour le sprint en lui-même, mais c'est dans la préparation. Il a mis des coups de casque à Philipsen, d'ailleurs, je crois. Ouais, c'est ça. Il a mis quand même deux petits coups. Qui gagne l'étape. Son sprint est limite quand même, hein, on va pas se mentir. C'est pas le sprint, c'est les deux coups de casque sont... Ouais, mais ça fait partie du sprint. Oui. Non, mais quand je dis sprint, moi, c'est en général quand on dit le sprint est limite. Oui, il a pas fait de de ligne ou des trucs comme ça. Ouais, pas la position du coureur, mais l'attitude. Ouais, l'attitude pré-sprint, quoi. Mais après, il a montré à la Cadel Evans qu'il était toujours là pour sprinter. Enfin, à mon avis, ça l'a pas affecté plus que ça. Ça arrive à tous les sprinters de se faire déclasser, donc ce sera pas un gros problème. Et dans une équipe là cette année qui semble plus dévouée à sa cause, il aura, je pense, aucune difficulté à performer tout au long de la saison. Au moins, il pourra faire un grand tour, quoi. Ça peut être utile. Ouais, il me semble qu'il en fait même deux. Il fait le ouais, Giro. normalement, ouais. Après, c'est ce qui va abandonner le Giro au bout de 15 jours, je pense. Et puis il a bien rebondi, puisque derrière, il est allé chercher le podium et la deuxième place sur la Cadel Evans, derrière Viviani, qui semble assez intouchable dans cette première partie de saison. Ouais. La deuxième personne pour laquelle voulait c'était Gibbons, qui, on l'a vu en fait dans un registre un peu différent, puisqu'il fait une bonne place générale, il finit 11e, avec, je crois, une 12e place sur l'étape du Windhoek Hills, ouais, c'est ça. Et du coup, je me demandais en fait comment il devait se développer dans l'avenir, s'il fallait qu'il reste dans un registre de sprinter un peu puncher ou qu'il développe son côté puncher pour être ultra polyvalent. Après, moi, je m'attends à un mec qui, bizarrement, va bider très vite. Genre, en fait, je pense que ça va faire un Reinhard Janssen van Rensburg, tu vois. Un mec qui aurait pu être bon partout et qui finalement est bon nulle part, tu vois. C'est ce que je me dis. Ouais, après, tu vois, c'est pas très étonnant dans le sens il a gagné le Tour de Langkawi en 2017. Donc on savait qu'il grimpait quand même à peu près pas mal. Là, il le fait à un autre niveau. Mais il a montré plus que Van Rensburg déjà. L'année dernière, ou il y a 2 ans, il fait pas mal de top 10 sur le Giro. Je pense qu'à la rigueur, soit il se spécialise, soit il finira plus comme Boissenhagen, un peu en dessous, mais correct partout, capable quand même de gagner en World Tour, mais sans pour autant écraser dans un domaine la concurrence. Parce que j'ai du mal à le voir bider complètement. Mais c'est sûr que ce sera pas le nouveau Sagan.
Ouais, mais Gibbons, Ouais. de toute façon, il a donné beaucoup plus de garanties que Jan van Rensburg au même âge. Il gagne le Tour de Langkawi, il fait beaucoup de placettes en World Tour, sur le Giro d'Italia notamment, où il fait plusieurs 5, 6, même un podium une fois sur une étape. Donc ça m'étonnerait qu'il bide comme Van Rensburg. Et puis on voit qu'il a une belle progression. Je trouve qu'il a un bel avenir devant lui, mais c'est sûr que ce sera pas un gros crack. Mais ce sera un bon sprinter pour passer les bosses, quoi. Donc du coup, Ouais. à part Gibbons, à part Ewan, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut pointer quelqu'un ou un coureur ou une Ouais. étape en particulier? Ouais. Non, Luis Leon Sanchez fait un très gros début de saison en Australie. Il fait deuxième à l'étape 3, troisième à la 4, quatrième au général. Il s'est montré hyper régulier sur toutes les étapes, même dans les sprints, il était là. Et je pense que sur les prochaines courses espagnoles là, qui vont arriver début février, il pourrait être très dangereux, et voire même à Paris-Nice. Je sais pas s'il a prévu de le faire. Oui, Bah S'il ouais, a prévu. ouais, S'il il a a prévu, prévu. c'est prévu. Et il peut aller chercher des accessites ou alors gagner des étapes parce qu'il a l'air en forme. Et moi, je le sens bien cette saison. Ça pourrait être Photo finish devant Sagan sur une des étapes. Ouais, c'est ça. Et ça pourrait être à 35 ans de sa dernière grosse saison. En tout cas, elle a l'air bien partie pour faire de belles choses. Ouais, il lançait les sprints de ultra loin en full Ouais, ouais. puissance et ça passait pas mal en fait. Ah, Donc, c'est ouais, sur les faux plats descendants, Ouais. ça passait bien. Non, je pensais pas qu'il serait à ce niveau-là en début de saison. Donc une bonne surprise. Non plus. Après, ouais, Paris-Nice a toujours été un peu une course qu'il Bah, a toujours pas un peu visé quoi. Il l'a gagné une fois. 2009, je Ouais, crois. peut-être. Il l'a gagné 2009, ouais. Il a gagné d'ailleurs le TD. Il a gagné aussi le TDU d'ailleurs. Je savais. Ouais, Ça en va pas. En 2005, avec Contador gagne à Wellinga Hill. Devant Alan Davis et Stuart O'Grady. Les Australiens sûrs. Le temps, Ça c'était l'ancienne, à l'ancienne. Ah ouais, bah ouais. Mais sinon, un autre truc aussi, c'est les Français, ils ont pas été trop à la fête sur le Down Under. bah jamais. Notamment Pierre Latour, il a été très décevant. Il y a Cosnefroy qui fait 11e sur la Cadel Evans, mais sinon, Mais les Français, historiquement, sur le Tour Down Under et les courses de début de saison en hémisphère sud, ils ont pas été bons. Il faut pas se Non. mentir. Santos Tour Down Under, il a remonté à quand le dernier podium d'un coureur français? Ça doit remonter aux années début des années 2010. je sais pas. En tout cas, à une époque, les équipes françaises marchaient bien. Les équipes françaises marchaient bien quand G2R avec Gerrans, mais c'est vrai que c'est rarement là qu'on brille. Pourtant, un gars comme Alaphilippe pourrait. Ouais, c'est vrai, Pozzovivo. Bah d'ailleurs, Pozzovivo qui le fait depuis qu'il est passé en World Tour régulièrement. Il finit 14e cette année. Mais je crois qu'il fait top 5 ou top 10. Le dernier top 10 d'un Français sur le TDU, c'est Blaise Cadry, 8ème en 2011. ah là là, Voilà. sacré Blaise. Ouais, Attends, 8ème derrière André Greppel. d'accord. Oui, la performance est. Voilà. Bon, On peut bon, la- bon. Ah, mais il n'y avait pas l'arrivée à Vilunga. Hein. Si. Si. C'est quand qu'ils l'ont. Si. Il me En semble qu'avant, ils montaient 2011. Vilunga. Si. C'était l'arrivée à Willunga, mais sauf qu'elle était, il y Elle avait le plat était- après. En fait. Ouais, c'était. Oui, il y avait du plat Il y après. avait une seule montée, c'était lors de la 5e étape. L'étape était toute plate. Il y avait une montée de Willunga Hill et ça descendait et l'arrivée était en bas. Donc c'était quasi Oui. plat en fait. En gros, ils sont C'est arrivés, pas ils sont arrivés à 15 dans le premier groupe. Parce qu'il y a une année où Greppel il gagne même le général. Donc, Ouais, 2008-2009, un truc comme ça, je crois. que George Bennett, donc sur la première arrivée avec une côte à Campbelltown, où il y a la côte et puis après 10 km de descente, on voit il attaque 2-3 fois, il y a Porte aussi qui attaque un peu, Woods, Pouls, et Woods, Pouls, Porte et Bennett, à un moment il se détache quand même nettement, et je pensais que George Bennett il allait être costaud du coup à Vilunga, et au final il fait même pas top 10, donc ça m'a un peu déçu. Non, ouais, il finit 16e avec. Dans le même temps que Ryan Gibbons. Avec Ruben Fernandez, Pozzovivo et Pogacar. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Ça m'a un peu surpris que Bennett soit aussi costaud sur l'arrivée avec la côte et qu'il soit pas à ce niveau-là à Vilunga. Ouais, j'ai eu le même sentiment, exactement le même sentiment. Genre, je pensais qu'il allait être costaud, qu'il allait faire top 5
Sur Willinga, finalement, plutôt très décevant. Donc je sais pas. Après, je pense pas que ça va entacher tout le reste de sa saison, mais Bah non, j'espère pas. mais c'est pas ouf, quoi. Enfin, parce que ouais, après, il est quand même plus ou moins à domicile, donc je pense qu'il voulait quand même un peu à performer, quoi. Par contre, le jeune de la Sunweb, Chris Chris Hamilton, Hamilton, ouais. Sixième, sur l'étape, 26 secondes. ouais, sixième à Villunga, et sur l'étape à Campbelltown, il me semble que justement quand il y a Porte, Pouls, Bennett et Woods qui se détachent, derrière il y a un mec tout seul entre les 4 premiers et un autre groupe, et il me semble que c'est Chris Hamilton. Après, il a eu un peu de mal sur Wilunga parce qu'au début, il essaie de suivre Porte et il peine sur la fin à Oui, revenir. comme Woods qui s'est fait péter le caisson. Ouais. Voilà. Par contre, celui qui a hyper bien géré, c'est Impey, avec l'aide de Lucas Hamilton, son coéquipier australien aussi. Il a fait un super taf et il revient hyper fort sur la fin. Et c'est ça qui lui permet de remporter le général. Et il a Il y montré avait vraiment 13 qu'il était secondes de fort. marche quand même. Ouais, mais au début, il est à... Quand Porte attaque, il suit pas du tout et tu dis qu'il y a moyen qu'il perde beaucoup et puis il revient et finit hyper fort l'ascension. Il sait Donc, qu'il faut pas suivre Porte, quoi. Ouais. Non, mais il a bien géré et puis faudra le suivre aussi cette saison, lui. Ok. Du coup, on a fait un peu le tour de ce Tour Down Under. À moins que quelqu'un ait vraiment quelque chose d'important à ajouter, on peut passer à la Cadel Evans Great Ocean Race, que j'apprécie tout particulièrement parce que c'est un peu mes routes d'entraînement, comme on pourrait les appeler. Alors, le victorieux, c'est Elia Viviani au sprint devant Caleb Ewan. Un peu plus surprenant, troisième, c'est Daryl Impey. Donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur la course qui s'est déroulée un peu dans un schéma classique avec une arrivée au sprint? On s'est un peu fait chier, hein, on va pas se mentir. Ah, carrément, oui. La course n'a pas été très dure parce que quand tu vois que Porte attaque dans un des derniers coups de cul, t'as tout le monde qui suit dans la roue. Ça montre bien que la course n'a pas été très dure et que ça n'a pas roulé très fort. C'est un peu dommage. Les autres années, ça avait été plus animé. Donc, La question est, là pour le coup, c'est plus une modification du parcours, c'est peut-être d'arrêter de faire une boucle autour de la ville de Geelong. Et ensuite, derrière, prendre plutôt les trucs sur la côte avec Anglesey, etc. Où il y aura plus des grosses difficultés sympathiques avec des pourcentages, des bons trucs en gros. On n'est pas obligé de faire un parcours hyper dur, mais il faut durcir un peu avant parce que là, même si un puncher veut attaquer, il peut pas faire la différence. Les sprinters sont trop frais, quoi. Et voilà, c'est ça en fait, il faudrait prendre la vraie Cadel Evans, l'Ocean Road, qui fait tout le tour du Cap Otway jusqu'à Melbourne. Et il faudrait partir, faire toutes les côtes en longeant la côte. Et il y a plusieurs pourcentages assez sympas. Et ensuite arriver au plat sur Geelong après un enchaînement de difficultés. Mais c'est plus une course en circuit, du coup. Oui, oui, du coup, c'est plus en ligne. Ouais, mais j'aime bien moi les courses. Enfin, j'aime bien le fait qu'il y ait des courses en circuit. Je trouve ça pas mal, tu vois, parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui se perd un peu au fur et à mesure. Déjà Ploué, on nous l'a enlevé, donc. C'est ça, Ploué, ça allait plus, etc. Donc ça serait. Après, même si ça donnerait plus de spectacle, j'aimerais bien moi qu'ils parviennent à mettre du spectacle tout en conservant le côté course en circuit. Moi. Non, il faudrait peut-être qu'ils durcissent avant l'entrée dans le circuit justement. Ouais, peut-être. Oui. Peut-être ça, parce que toute la première partie, le premier tiers est quand même très plat. Après, c'est compliqué parce que les difficultés sur le coup autour de Geelong, elles sont plus loin, elles sont au niveau du Cap Otway. Et du coup, il faudrait peut-être pas partir du Geelong même, mais il faudrait partir d'une ville plus à même sur la côte, comme Torquay par exemple, où là on pourrait peut-être avoir une meilleure. Après, ce serait après pas aberrant non plus d'avoir 200 km de course au lieu de 160, quoi. Je sais pas si ça serait autorisé par le... Ouais, il me semble que l'UCI, il y a des limites et toutes les courses peuvent pas faire 200 bornes. Oui, mais moins de 200. En gros, c'est 200 la limite. Genre, c'était Strade qui voulait dépasser et il pouvait pas. Mais c'est 200. Et tu peux monter, je crois, jusqu'à 200. Je crois. En tout cas, c'était le cas il y a un an. Ça reste une course du mois de janvier. Et si tu leur mets une course de 210, je sais pas si les coureurs viendraient aussi facilement à cette période de l'année. Parce qu'après, les organisateurs, avoir Viviani, tout ça, ça fait bien, ça amène du monde. Si c'est pour se retrouver avec juste 2-3 Australiens, ça va pas faire le même effet. C'est vrai. Bon, voilà, la Cadel Evans, pas grand chose à dire au final. Alors avant de conclure, on a bien évidemment la Tropicale à Missabongo,
On va en parler vite fait, tout simplement parce que c'est le début de la bataille pour les wildcards du Tour de France. On avait la Vital Concept, la Direct Energy et Arkea Samsic qui bataillaient avec pour deux d'entre eux les sprinters phares, donc Nicolo Bonifacio pour la team Direct Energy et André Greipel pour Arkea Samsic. On avait Lorenzo Manzin du côté de la Vital Concept et qui finit au final deuxième devant André Greipel avec 2 victoires d'étape. Alors pour vous, qui est-ce qui a l'avantage ? Bah, c'est difficile de dire qu'il y a l'avantage sur la tropicale parce que c'est pas la course référence pour la préparation au Tour de France. Après, c'est sûr qu'avant la course, il aurait été difficile de dire que Manzin aurait 2 victoires et Greipel 1. Après, c'est pas les courses les plus compliquées. Et puis, bah, on a bien vu, ça arrivait tout le temps au sprint. Donc, ça peut être une course très difficile, Pour pas Matteo très. Pellucci. Oui, mais Matteo Pellucci, il faudrait que ce soit en descente tout le temps, c'est différent. Mais sinon, après, bah, Bonifacio a montré qu'il avait été très fort. Il a gagné 3 étapes, le général. Bon, après, je pense que va falloir attendre la reprise en France pour voir L'étoile de pour Bessèges. ouais, GP Marseillaise déjà, et puis tout ce qui est Tour de Provence, tout ça. C'est là qu'on va avoir une idée plus précise du niveau des 3 équipes avant Paris-Nice qui sera le juge final. Là, la tropicale, c'est la mise en bouche, mais les coureurs ils vont parce que bah, il fait beau, c'est sympa, mais sportivement, c'est pas la course la plus incroyable du calendrier pour les équipes européennes. C'est sympa, mais il y a eu beaucoup de problèmes de logistique, notamment avec les villes arrivées qui étaient complètement à côté, enfin complètement à l'opposé des villes départ, etc. Donc pas sûr que ce soit sympa. Alors en tout cas, il faisait beau. Ouais, si, mais c'est ça. Le cyclisme est un sport populaire. On est simple. Les grands bus, tout ça, c'est surfait. Ce qu'on veut, c'est se laver dans un seau après la course. Évidemment. Bon. Quelqu'un a quelque chose à ajouter sur la tropicale? Youssef Regougui, un mot peut-être? Je sais pas si c'est vraiment en rapport, mais en tout cas pour la course aux invitations, je pense pas que comme a dit Ansem, je pense pas que ça ait changé grand chose. Et pour moi, il y a toujours 2 équipes qui sont en tête. C'est Fortuneo et Arkea, parce que bah avec leurs recrues en fait, c'est juste leurs recrues qui leur permettent, je pense, pour moi d'être devant. Donc voilà, donc j'attends de voir si Vital Concept va pouvoir faire changer ça, mais pour l'instant je suis pas sûr. D'accord. Si personne n'a ajouté, il nous reste la Vuelta a San Juan en Argentine, donc le début de l'UCI America Tour, avec la participation de Julien Alaphilippe qui a déjà remporté 2 étapes, donc il est bien parti. On a aussi Remco Evenepoel. Alors, est-ce que pour vous c'est une confirmation ou une surprise? C'est pas facile à dire. Parce que est-ce qu'on pouvait vraiment s'y attendre? Enfin, ça dépendait vraiment des personnes. Il y en a qui y croyaient tout simplement, qui se disaient ouais, bah, peut-être qu'il va déjà être parmi les meilleurs. Moi, perso, bah, c'est sa moyenne sur le chrono du championnat du monde. Je me disais ouais, bah, sur un chrono comme celui de San Juan, il peut faire une belle perf. Alors après, je m'attendais pas à le voir faire 3e. D'ailleurs, j'ai vu une interview où il dit lui-même qu'il s'attendait pas à faire 3e. Il pensait plutôt être top 10. Donc, bah, c'est à la fois une confirmation et une surprise au final. Confirmation dans le sens où bah, je m'attendais à ce qu'il soit déjà bon, mais pas aussi haut. Ok, juste un rappel pour ceux qui connaîtraient pas Evenepoel, mais c'est un jeune il a quel âge? 17 ans, c'est ça? 19 ans. 19 ans. Et donc qui est champion du monde partout, il remporte toutes les courses sur lesquelles il est. Il a été recruté par la De Senenk Quick Step à l'intersaison. Et on en attend beaucoup de lui, et c'est censé être sa première saison en World Tour. Il était censé faire une saison à Axeon avant, il l'a finalement pas faite. Restriction budgétaire, je crois. Et donc du coup, il était attendu. On savait pas trop à quel niveau l'attendre. Il déçoit pas pour l'instant. Ouais, bah ouais, je suis pareil. Hein, c'est quand même une surprise parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort et qu'il soit aussi dès sa première course chez les pros quoi. Il en impose. Après, ça reste une course de début de saison, ça veut pas tout dire. Il y a les états de forme sont vraiment différents, donc on attend de voir, mais c'est quand même très très positif pour lui quoi. Après, un truc marrant, c'est que sur la course, il y a Oscar Sevilla qui a fait son premier grand tour en 98.
quand Evenepoel n'était pas né. Donc ça c'est Ça, c'est fou. c'est fou. Et sinon pour en venir, il y a deux coureurs moi qui m'ont agréablement surpris. C'est le premier, c'est les secondes et deux premières étapes. Le sprinter italien Matteo Malucelli qui fait deuxième derrière Gavira et devant Sam Bennett. Du coup, je m'attendais pas à le voir à ce niveau-là. Il sort un gros sprint pour sa première course de la saison. Et je l'attendais pas à ce niveau parce que il courait chez Astana l'année dernière. Non, chez Androni. Je dis n'importe quoi. Il courait chez Androni et il m'avait pas fait grande impression. Et donc là, de le voir à ce niveau-là, c'est assez, ça m'a surpris agréablement. Et l'autre, c'est Simone Consoni qui va faire deuxième sur l'arrivée à, je sais plus comment s'appelle l'arrivée, mais Lago Punta Negra. ouais, Punta Negra, c'est ça. Ouais, derrière Alaphilippe et devant Sagan. Donc il arrive en costaud. On sait, enfin depuis quelques années quand même que c'est un bon sprinter, mais il a jamais vraiment confirmé. Il a jamais fait de grosses perfs. Et donc là, de le voir à ce niveau-là sur une arrivée difficile, je me dis que ça va peut-être être enfin la saison du déclic pour lui. En tout cas, moi, je l'espère. Ok, effectivement. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Peut-être une course qu'on aurait oubliée en ce début de saison, ou une autre remarque sur la Volta à San Juan? Non, je pense que Il y a l'Eralson Tour, la première étape remportée par Daniel Maclay. Première victoire Ça pour fait plaisir de le revoir gagner. IF. Ouais, parce que l'année dernière, c'était compliqué après son départ de... Et que leur maillot qui a été passé, on a raté les couleurs. Ouais, ça va, je le trouve plutôt bien. Hein. Non, il est pas On mal. dirait que aussi. t'as raté ta machine à laver, attends. C'est Bah que non. les couleurs Je- de- T'as jamais raté tes machines à laver, du coup. Dégradés pas originaux, c'est mieux, moi je trouve. Non, Ouais, c'est ça. il est visible, tout ça, pour la sécurité à l'entraînement, c'est top. Alors, du coup, ce podcast touche à sa fin. Nous vous remercions d'avoir écouté, en dépit de toutes les difficultés techniques, matérielles et autres. Alors, avant de se quitter, un mot de la fin, peut-être? Allez, qui veut commencer? Anselme? Non, moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, et puis portez-vous bien. Raphaël, ton mot de la fin? Eh bien, vivement les premières vraies courses, les courses en Belgique, en France, en Italie, parce que bon, voilà quoi. Les courses exotiques, c'est bien gentil, mais la vraie saison, elle commence fin février. Parfait. Et enfin, Théo, ton mot de la fin? Bah là, je viens de me faire prendre mon mot de la fin par Raphaël, du coup, je sais pas quoi dire. Je dirais vivement, allez, la Marseillaise alors. Ça, c'est un peu plus tôt. Le vrai pas- début de saison, c'est la Marseillaise. Voilà. L'Europe Tour. Voilà, c'est ça. Eh bien, merci à tous d'avoir écouté et à la prochaine. À plus.